Tout commence par une grève des transports, ce qui au Chili n'est pas rien. Géographiquement, le Chili est une route nationale de 4000 km d'où l'on voit la montagne à droite et la mer à gauche. Paralyser les transports routiers et les transports en commun, c'est couper les lignes de ravitaillement, désorganiser les industries, bloquer les approvisionnements, détraquer la vie quotidienne. L'ingéniosité populaire et l'initiative individuelle répondent comme elles peuvent, mais il est certain que le premier champ de bataille a été judicieusement choisi. Qui sont ces camionneurs grévistes? Des travailleurs en colère? Pas exactement. La Confédération nationale des propriétaires de camions regroupe sous la même étiquette ceux qui possèdent un camion et ceux qui en possèdent une flottille. La plupart des membres de sa direction sont des propriétaires fonciers expropriés qui ont réinvesti dans ce secteur clé l'argent de leurs indemnités. Le Gremio des camionneurs est très bien vu à l'Institut de syndicalisme libre qui a formé une bonne partie de ses cadres. Et son président, Léon Villarin, n'est pas inconnu de ceux qui ont suivi le procès de Jimmy Hoffa, le fameux gangster syndicaliste des États-Unis, où les camionneurs ont aussi leur mafia. Quelques camionneurs fidèles à l'unité populaire tentent d'assurer un minimum de transport. Alors, la guérilla commence. Les Miguelitos, petites araignées de fer, sont l'arme favorite des saboteurs. On en ramasse sur toutes les routes. L'opposition a lancé le mot d'ordre de lutte par tous les moyens, peu importe si en crevant les pneus des camions on s'attaque aux voitures particulières ou aux ambulances. C'est du mini-terrorisme, mais c'est déjà du terrorisme. Le temps n'est plus aux disputes sur la légalité, le gouvernement est l'ennemi à abattre. Au même moment, les cargaisons de cuivre embarquées à Valparaiso, à destination de l'Europe, font l'objet d'une demande de saisie de la part de la Kennecott, qui s'estime volée par la nationalisation. En fait, Allende a mis en regard les bénéfices excessifs de la société et le chiffre de son indemnisation. C'était encore elle qui devait de l'argent au Chili. Il se trouvera un tribunal français pour prononcer l'embargo provisoire. Finalement, le cuivre sera livré, mais c'est quand même une curieuse coïncidence. Autre coïncidence, la présence de la flotte américaine. Comme tous les ans, elle effectue en jonction avec la marine chilienne l'opération UNITAS. Les mauvais esprits pensent qu'il n'est pas impossible que la droite ait choisi pour se manifester l'époque où elle disposerait de ce parapluie étoilé. Assez joué aux coïncidences. C'est l'offensive générale. Les petits commerçants sont les premiers à rejoindre les camionneurs. La coupe Roche les suit. Les universités catholiques appuient le mouvement, les facultés et les lycées se coupent en deux. Les grandes organisations patronales appellent tous les industriels et les propriétaires terriens à fermer leurs usines et à soutenir la grève. Les partis politiques jouent le double jeu. Tout en se déclarant solidaires mais non dirigeants d'un mouvement qui va plus vite qu'eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le dépasser. C'est eux qui proclament l'illégalité du gouvernement et qui mettent 4 ministres en accusation constitutionnelle. Leur rôle est pourtant moins décisif que celui des grands alliés, les représentants de l'Empire. Car la droite peut bien singer les tactiques de la gauche jusqu'à la grève générale. Il y a une chose qu'elle n'a jamais su, c'est se passer d'argent. Elle en aura. 200 millions de dollars. La grève peut durer. On met toujours en avant Villarin et ses camionneurs devenus rentiers, mais le véritable état-major de cette insurrection de la bourgeoisie, ce sont les 4 gremios du grand patronat. Nosotros pedimos a los industriales que se plegaran a este movimiento y los industriales se plegaron como personas a este movimiento. Ocurre que en muchas partes hubo paralización industrial porque además se plegaron al movimiento sectores de trabajadores tales como los profesionales, empleados bancarios, personales de salud, profesionales tales como abogados, ingenieros, desde luego hubo comerciantes, pequeños industriales, medianos industriales, en fin, toda la industria, el comercio, en fin, fue un movimiento que abarcó sectores extremadamente amplios. Le secteur le plus vulnérable de la vie quotidienne avec celui des transports est évidemment le commerce. Sommé pendant 2 ans de respecter la loi, le gouvernement entend la faire respecter à son tour. Des fonctionnaires des organes de distribution viennent déposer dans les règles les ordres de réouverture, après quoi ils font forcer les grilles.
gouvernement décide aussi la réquisition des chaînes privées qui contrôlent encore à cette époque 70% des circuits de distribution alimentaire. Le mouvement pensait que le temps travaillait pour lui. La paralysie du pays dresserait le peuple contre le gouvernement impuissant capitulerait devant l'opposition, le schéma était simple. La réalité est plus subtile. La droite avait cru mettre l'unité populaire dans une situation impossible. Elle l'a mise dans une situation difficile. Et de cette difficulté même va naître la contre-attaque. Ce sont d'abord les ouvriers des organismes de distribution nationalisés qui effectuent des ventes directes en court-circuitant les commerçants en grève. C'est aussi la saisie des stocks qui fait apparaître dans les quartiers populaires des produits qu'on ne trouvait plus qu'au marché noir. Quelles que fussent les difficultés économiques de l'unité populaire, une classe d'accapareurs et de spéculateurs avait décidé d'avance de détourner à son profit les produits de consommation. C'est contre eux qu'avaient été créés les RAPS. Dénoncés par la droite comme discriminatoires et sectaires, c'étaient des organes de planification locale qui collaboraient avec la distribution d'État pour ravitailler les quartiers. 310 paquetes de té, alimento para niños 53 cajas, todo comido por ratones. Dès le début de la grève, les RAPS deviennent des points de ralliement. Une idée s'y concrétise, la population est capable de prendre en charge certaines tâches qui la concernent directement. Cette idée avait pris forme depuis longtemps chez les pobladores, les sans-logis campés autour des villes. La démocratie chrétienne était encore au pouvoir quand, au contact de certains militants révolutionnaires, et particulièrement du MIR, ils avaient commencé à se politiser. Traditionnellement oubliés par les partis, toujours en bagarre avec les autorités, ils avaient appris à compter sur leurs propres forces parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils avaient construit leurs écoles, installé leurs dispensaires, organisé leur ravitaillement, assuré leur protection. À l'époque de l'utopie communautaire de Frey, ils inventaient une autre sorte de communauté. Y con el espíritu unitario que hemos llegado hacia la conquista de este terreno, tenemos que luchar y mantener esta unidad hasta lograr nuestro objetivo fundamental.